Le Caire 2021. Le monde s'est arrêté pour témoigner d'un événement qui semblait défier la chronologie même de l'histoire humaine. Le défilé doré des pharaons ne fut pas seulement une procession, ce fut un rituel de résurrection télévisé mondialement. Sous des lumières dramatiques et une orchestration militaire impeccable, 22 momies royales ont quitté le repos de l'ancien musée égyptien sur la place Tahrir. Elles ne furent pas transportées comme des charges de musée, mais plutôt comme des souverains retournant au trône, glissant sur 5 kilomètres d'asphalte sacré jusqu'au nouveau musée national de la civilisation égyptienne. Pour le spectateur ordinaire, cela était du tourisme, un spectacle de relations publiques pour revitaliser l'économie égyptienne. Mais pour ceux qui observent les ombres de l'histoire, l'événement portait un symbolisme beaucoup plus dense, presque ésotérique. C'était comme si l'Égypte moderne s'alignait enfin sur une fréquence ancienne, une vibration qui est restée endormie sous les sables pendant des millénaires. L'Occident, depuis le 19e siècle, cherche désespérément à déchiffrer ce code. Il existe une faim insatiable pour une connexion avec le divin, avec l'impossible, et aucun lieu sur Terre n'offre une promesse aussi séduisante que les rives du Nil. Mais cette quête de la vérité occulte n'a pas commencé par des défilés somptueux. Elle fut catalysée des décennies plus tôt par une figure qui a défié la science, l'archéologie et la rationalité elle-même. Une femme qui n'a pas seulement étudié le passé, mais a prétendu être le passé. Son nom était Dorothy Eddy, mais le monde et les dieux la connaîtraient sous le nom d'Om-Seti. Et ce qu'elle a mis au jour ne furent pas seulement des artefacts, ce furent des questions qui menacent de renverser les piliers de notre compréhension sur l'origine humaine. Si l'Égypte antique fut, comme beaucoup d'historiens s'accordent à le dire, le premier grand empire à dominer la Terre, elle fut aussi le berceau d'anomalies technologiques qui persistent sans explication. Nous parlons de structures qui défient l'ingénierie moderne, de coupes dans le granit avec une précision de laser et surtout d'un panthéon de divinités que les textes sacrés insistent pour dire qu'elles sont descendues des étoiles. La narration officielle nous dit que la civilisation a surgi dans le nord de l'Afrique vers 3100 avant Jésus-Christ. Mais les mythes d'origine, ceux chuchotés avant l'écriture, parlent d'un âge d'or, le Zep Tepi, quand les dieux marchaient physiquement parmi les mortels. Pas comme des métaphores, mais comme des instructeurs, des êtres célestes qui ont apporté la sagesse, l'astronomie et l'architecture. Et au centre de ce tourbillon de mystères du XXe siècle surgit Om-Seti. L'intuition de cette femme n'était pas humaine. Elle était chirurgicale. Sans jamais avoir mis les pieds dans une université pour étudier l'archéologie formellement, elle a humilié des universitaires renommés. Elle pointait le sol désert et disait « Creusez ici ». Et il creusait. Et il trouvait. À Abydos, le sol sacré d'Osiris, la parole d'Om-Seti était loi, car elle ne se trompait jamais. Mais comment ? Comment une femme britannique pouvait-elle posséder les mémoires tactiles d'une prêtresse morte il y a 3000 ans ? La réponse peut résider dans un incident qui, sous n'importe quelle optique médicale, aurait dû être la fin de son histoire, non le commencement. Londres, 1907. Une maison édouardienne typique. La petite Dorothy, âgée de seulement 3 ans, subit une chute catastrophique dans les escaliers. Le silence qui suivit le bruit sourd fut le prélude de la terreur. Le médecin de famille arriva, examina le corps inerte et proféra les mots qu'aucun parent ne veut entendre. La fillette était morte. Il n'y avait pas de pouls, il n'y avait pas de respiration. Le deuil commença instantanément. Mais l'impossible s'est produit. Quand le médecin est revenu, peut-être pour remplir le certificat de décès ou préparer le corps, il a trouvé Dorothy assise sur le lit. Elle jouait. Elle mangeait des bonbons. Le choc médical fut absolu, mais le véritable traumatisme était encore à venir. La Dorothy qui est revenue de cette chute n'était pas la même enfant qui était tombée. Le changement fut immédiat et perturbant. La douceur enfantine a laissé place à une mélancolie profonde, une nostalgie d'un lieu qu'elle n'avait jamais vu. Elle pleurait, implorant ses parents. « Je veux rentrer à la maison ». Les parents, confus, montraient les murs de la maison à Londres et disaient « Tu es à la maison, chérie ?» Et la réponse de la fillette glaçait le sang « Non, celle-ci n'est pas ma maison ». Le point de rupture s'est produit 1 an plus tard, lors d'une visite fortuite au British Museum. La famille marchait dans les couloirs froids jusqu'à ce qu'ils entrent dans la section égyptienne.
Ce fut comme si un courant électrique avait traversé la fillette. Elle a couru non avec la curiosité d'une enfant, mais avec la dévotion d'une fidèle. Elle embrassait les pieds des statues de diorite. Elle étreignait des sarcophages. Pour ses parents, cela était de la folie. Pour Dorothy, c'étaient les retrouvailles avec la famille perdue. Peu après, les visions ont commencé. Ce n'étaient pas des rêves ordinaires, c'étaient des immersions sensorielles complètes. Elle voyait un temple spécifique, des colonnes, des jardins, un paysage aride et majestueux. Des années plus tard, en voyant une photographie dans un magazine d'exploration, elle a reconnu le lieu instantanément, le temple de Séti Ier à Abydos. Mais en voyant l'état de ruine sur la photo, la réaction fut viscérale. Elle a pleuré d'angoisse. « Ils ont tout détruit, disait-elle. Ma maison est en ruine. » Elle affirmait avoir vécu là-bas. Et non seulement vécu, mais servi. Les sceptiques et les neuroscientifiques modernes regarderaient ce cas et diagnostiqueraient le syndrome du savant acquis, ou une certaine altération dans le lobe temporal causée par le traumatisme crânien. Il existe des registres de personnes qui, après des coups sur la tête, deviennent des génies mathématiques ou des virtuoses musicaux. Mais Dorothy n'a pas gagné seulement une habileté, elle a gagné une mémoire de 3000 ans. Cela nous mène à un carrefour inconfortable. Le traumatisme physique pourrait-il avoir débloqué un fichier caché dans l'ADN humain? Ou comme le suggèrent des théoriciens plus audacieux, ce moment de mort clinique a-t-il permis qu'une autre conscience, ou une entité, prenne le contrôle? La réincarnation était un pilier central de la foi égyptienne. La mort n'était pas la fin, mais un passage, un horizon. Dorothy, cependant, parlait de quelque chose de plus tangible que de simples mémoires spirituelles. Elle décrivait des rencontres nocturnes, des entités qui lui rendaient en visite, un guide appelé Or-Ra. À 10 ans, la fillette lisait déjà les hiéroglyphes avec une fluidité qui laissait les spécialistes atterrés. Sir Ernest Wallis Budge, une légende de l'égyptologie et conservateur du British Museum, l'a prise sous sa protection. Il a réalisé qu'elle n'était pas en train de apprendre la langue, elle était en train de se remémorer. La syntaxe complexe, les symboles oubliés pour elle, étaient aussi naturels que l'anglais. Le destin inévitablement l'a attirée vers le Caire. En 1931, elle a traversé la Méditerranée. Elle a épousé un Égyptien, Imam Abdel Meguid, peut-être pas par amour romantique, mais parce qu'il était la clé vers la terre que son âme exigeait. Là-bas, elle a eu un fils, et, suivant un instinct qui défiait la logique moderne, elle a baptisé l'enfant Séti. Selon la tradition arabe, elle est devenue Séti, la mère de Séti. Le cycle était en train de se fermer. Son mariage humain s'est effondré à mesure que son mariage avec le passé se renforçait. Elle passait les nuits dans la grande pyramide. Elle méditait dans les ruines. Elle est devenue la première femme à travailler au département des antiquités de l'Égypte, à Gizeh. Mais les nuits apportaient quelque chose de plus. Durant une période de presque un an, Séti est entrée dans des états de transe nocturne. Elle se réveillait et écrivait compulsivement, mais pas en anglais ou en arabe. Elle écrivait en hiératique archaïque. Les pages s'accumulaient, décrivant l'autobiographie d'une prêtresse nommée Bentreshit, qui a vécu durant le règne de Séti Ier, vers 1300 avant Jésus-Christ. Le récit était scandaleux. Une romance interdite entre la prêtresse et le pharaon, une grossesse secrète et un suicide tragique pour protéger l'honneur du roi. Mais ici, l'histoire bifurque vers l'inexplicable. Séti a décrit ces informations non seulement comme des mémoires récupérées, mais comme des données transmises. Or-Ra, l'entité, dictait. Serait-il possible que ce que nous appelons réincarnation soit, en vérité, un accès à une banque de données universelle? Ou serait-elle en contact avec des intelligences qui observent l'humanité depuis des millénaires? En 1956, l'appel d'Abydos est devenu insupportable. Elle a déménagé vers le village primitif, vivant sans électricité ni plomberie, au pied du temple qu'elle jurait avoir été son foyer. Ce fut là que la légende s'est solidifiée. Les archéologues locaux, dirigés par Édouard Gazouli, étaient sceptiques. Ils ont décidé de la tester. Ils l'ont emmenée au temple dans l'obscurité totale. Ils lui ont demandé de se diriger vers des peintures murales spécifiques qu'ils venaient de découvrir et qui n'avaient pas encore été publiées. « Allez jusqu'à la chapelle d'Amon », ont-ils dit. Sans hésiter, sans lanterne, elle a marché à travers l'obscurité labyrinthique
et s'est arrêtée exactement à l'endroit. Où sont les reliefs des barques sacrées? Elle a pointé le mur invisible dans le noir. Ici. Ils ont allumé les lumières. Elle avait raison, à chaque fois. Mais le test définitif est venu quand elle a décrit le jardin. Où est le jardin du temple? A-t-elle demandé. Les archéologues ont ri. Il n'y a pas de jardin ici, Dorothy. C'est un désert. Elle a insisté. Creusez là-bas. Il y avait des arbres. Il y avait un puits. J'avais l'habitude de méditer là-bas. À contre-cœur, ils ont creusé. Et ce qu'ils ont trouvé a réduit au silence la communauté archéologique. Des racines fossilisées. Un système d'irrigation. Le tracé exact d'un jardin, précisément où elle avait dit qu'il serait. Cela transcendait la chance. Cela transcendait l'étude. Om Seti accédait à un plan architectural qui n'existait sur aucun papier. Elle a aidé à reconstruire le temple de Seti, pièce par pièce, comme quelqu'un qui remonte le mobilier de son propre salon après un déménagement. Plus de 2000 pièces de relief fragmentées ont été replacées grâce à sa mémoire. Le travail qui aurait pris des décennies a été fait en quelques années. Mais les révélations d'Om Seti ne se sont pas arrêtées à l'architecture. Elle a commencé à parler de la fonction du temple. Pour elle, cela n'était pas seulement un lieu de prière. Elle chuchotait à propos de portails, à propos de technologies perdues. Les théoriciens des anciens astronautes regardent Abydos et voient des preuves qui corroborent les visions d'Om Seti. Il y a une frise célèbre dans le temple, connue comme les hiéroglyphes de l'hélicoptère, qui semble dépeindre des machines volantes modernes. Les sceptiques disent que c'est de la pareidolie, résultat d'une réécriture sur de la pierre superposée. Mais il y a plus. Dans l'une des chapelles, il existe une représentation de ce qui est appelé le dispositif d'Osiris. L'image montre une structure en forme de cloche, contenant en son sein le symbole du Djed, la colonne vertébrale d'Osiris, symbole de stabilité et de pouvoir. Pour un ingénieur électrique moderne, l'image est perturbante. Elle ressemble sans équivoque à un isolateur de haute tension ou, plus spécifiquement, à une bobine de Tesla. Sur le mur opposé, le mystère s'approfondit. Le même dispositif est montré connecté à la barque de l'éternité. Mais la forme de la barque n'est pas celle d'une embarcation fluviale ordinaire. Sa silhouette courbe, descendant et montant, imite avec une précision effrayante les diagrammes de la physique théorique moderne pour un trou de verre, un pont d'Einstein-Rosen. Om Seti, guidée par ses visions, reconstruisait-elle non seulement un temple, mais une machine, une Stargate. Elle a mentionné dans ces dernières années que le temple servait de point d'accès. Si les dieux sont en effet venus des étoiles, de la ceinture d'Orion comme le disent les textes des pyramides, alors Abydos serait le terminal d'arrivée. Et les implications continuent de croître. Om Seti a laissé des prophéties qui attendent encore d'être détonnées. La plus explosive d'entre elles implique la reine Néfertiti. Le monde cherche la tombe de Néfertiti, comme le saint Graal de l'égyptologie. Mais Om Seti a affirmé savoir exactement où elle se trouve. Selon ses conversations astrales avec le pharaon Séti Ier, la tombe de la reine est située dans la vallée des rois, dans un lieu où personne ne penserait à chercher, dangereusement près de la tombe de Toutankhamon. Pendant des décennies, cela a été ignoré. Toutankhamon était le beau-fils de Néfertiti. La proximité ferait sens familialement, mais la zone a été balayée par des archéologues. Cependant, en 2015 et à nouveau dans les années suivantes, des balayages radars de haute technologie réalisés par l'égyptologue Nicholas Reeves ont détecté des anomalies derrière les murs nord et ouest de la chambre funéraire de Toutankhamon. Des espaces vides, de la matière organique, du métal. La science moderne est, pas à pas, en train de trébucher sur les vérités comme Séti a livré sur un plateau il y a un demi-siècle. Si ce mur est abattu, et si la momie de Néfertiti est trouvée, nous pourrions être devant un indice physique assez fort pour rouvrir la discussion sur cette lignée, non comme mythe, mais comme histoire encore incomplète. Néfertiti et son mari, le pharaon hérétique Akhenaton, sont souvent dépeints avec des crânes allongés et des physionomies qui défient l'anatomie humaine standard. Cette difformité serait-elle seulement artistique ou génétique? Une génétique pas entièrement terrestre? Om Seti est décédée en 1981, mais elle n'a jamais dit adieu. Elle a dit « à bientôt ». Sa vie a été un fil conducteur entre l'ère atomique et l'ère des dieux. Elle a rouvert le chemin. Le temple d'Abydos est debout,
vibrant d'une énergie que les touristes ressentent, mais ne comprennent pas. Le radar continue de biper dans la vallée des rois. Les pièces sont en train de bouger. Le défilé des momies au Caire fut seulement la cérémonie d'ouverture. Ce qui est enterré sous les sables, ce qu'Om Seti a essayé de nous montrer, n'est pas seulement à propos du passé. C'est un avertissement, ou peut-être une invitation, venant directement du futur. La porte qu'elle a aidé à entr'ouvrir n'a jamais été fermée. Et quelque chose de l'autre côté attend le bon moment pour traverser. Cela nous amène à ce que nous pouvons appeler l'héritage hybride, impliquant le secret d'Amarna et la chambre cachée. Si Om Seti a été la clé qui a déverrouillé la porte métaphysique vers le passé, ce qui nous attend de l'autre côté n'est pas seulement de la spiritualité, c'est de la biologie. C'est de la chair, de l'os et une lignée qui, pour beaucoup, semble fuir le modèle connu. Et c'est ce qui rend Amarna si controversé. Pour comprendre la véritable ampleur de ce qui est sur le point d'être révélé en Égypte, nous devons détourner le regard des pyramides et nous concentrer sur la période la plus controversée, interdite et effacée de l'histoire égyptienne, l'ère d'Amarna. Pendant des millénaires, les pharaons ont gouverné sous la tutelle d'un panthéon complexe. Mais alors surgit une figure qui déchire le scénario de l'histoire. Amenophis IV. Dans un mouvement qui a choqué le monde antique, il rejette les dieux traditionnels, change son nom en Akhenaton et déclare qu'il existe seulement une divinité suprême. Mais il n'adorait pas le soleil, comme nous l'ont raconté les livres d'histoire simplistes. Il adorait l'Aton. Les descriptions de l'Aton sont perturbantes pour l'esprit moderne. Akhenaton ne le décrivait pas comme un corps céleste distant et passif. Il parlait d'un disque solaire qui possédait des bras, qui interagissait, qui planait. Il disait recevoir des instructions directes de cette intelligence. Le pharaon hérétique serait-il en train de fonder la première religion monothéiste? Ou serait-il en train de décrire, avec le vocabulaire limité de son époque, une rencontre du troisième type continue? Mais la véritable preuve n'est pas dans ce qu'il a dit, elle est dans ce à quoi il ressemblait. L'art égyptien a toujours été idéalisé. Les pharaons étaient dépeints comme parfaits, musclés, éternellement jeunes. Akhenaton, cependant, a ordonné qu'il soit sculpté exactement comme il était. Et le résultat est terrifiant. Crâne allongé vers l'arrière, cou de cygne, doigts fins et étendus comme des griffes, une structure pelvienne qui défie l'anatomie humaine. Pendant des décennies, les égyptologues ont essayé de diagnostiquer cette apparence avec des maladies terrestres, syndrome de Marfan, syndrome de Froelich. Mais aucune pathologie n'explique l'ensemble complet d'anomalies sans laisser l'individu stérile ou invalide. Et Akhenaton n'était pas invalide, il était un révolutionnaire. Et il n'était pas seul. Son épouse, la légendaire Néfertiti, partageait ces caractéristiques. Les parents de Néfertiti sont inconnus, chuchotent les registres. Elle est apparue de nulle part, avec sa beauté extraterrestre et son crâne dolicocéphale, pour devenir la co-régente de la plus grande puissance de la Terre. Ensemble, ils ne ressemblaient pas à des rois. Ils ressemblaient à une expérience génétique. C'est ici que la prophétie d'Om Seti cesse d'être une curiosité et devient une bombe à retardement. Elle a insisté jusqu'à la fin de ses jours que le pharaon Séti Ier lui a révélé le secret final, l'emplacement de la momie de Néfertiti. Pourquoi cette momie est-elle si importante? Pourquoi le monde académique et les théoriciens des anciens astronautes sont-ils dans une course frénétique pour la trouver? Parce que si nous trouvons Néfertiti, nous ne trouverons pas seulement de l'or et du lapis lazuli. Nous trouverons le code génétique. Si les crânes rallongés n'étaient pas des déformations artificielles, et les examens sur des fœtus royaux de cette lignée suggèrent qu'ils naissaient déjà ainsi, alors nous sommes sur le point de confirmer que la famille royale d'Amarna n'était pas entièrement humaine. Ils pourraient être des hybrides. Un pont biologique entre l'humanité et les dieux qui sont descendus aux Zeptépi. Om Seti a été spécifique. Elle a dit que Néfertiti était où personne ne regarderait. Ironiquement, la réponse était cachée à la vue de tous, dans la tombe la plus célèbre du monde, celle de Toutankhamon, l'enfant roi, fils d'Akhenaton. En 2015, la technologie a enfin rattrapé la vision à distance de Dorothy Eddy. L'égyptologue Nicholas Reeves, analysant des balayages au laser de haute résolution des murs de la chambre funéraire de Toutankhamon, a remarqué des fantômes dans la structure, des lignes droites sous le stuc peint. L'enduit cachait des contours de portes
qui ont été scellées et peintes à la hâte. Le monde a retenu son souffle. Le radar de pénétration de sol a été apporté. Les lectures ont indiqué des vides derrière le mur nord. Pas de la roche solide, mais de l'espace. Et à l'intérieur de cet espace, des matériaux organiques et métalliques. La science, réticente et conservatrice, a été forcée d'admettre la possibilité. La tombe de Toutankhamon peut être seulement l'antichambre. Le véritable occupant, la véritable reine, la véritable preuve est encore là, attendant dans le noir, scellé depuis 3300 ans. Si ce mur est ouvert, l'histoire de l'humanité ne sera pas seulement réécrite, elle sera redémarrée. Trouver la momie de Néfertiti pourrait fournir l'ADN nécessaire pour prouver, une fois pour toutes, que la royauté divine n'était pas un mythe politique, mais une réalité biologique. Que les dirigeants de l'Égypte ont été littéralement ensemencés par les étoiles. Seti savait. Sa vie, ses visions, son obsession pour Abydos et la restauration du temple, tout faisait partie d'un plan plus grand. Elle n'était pas seulement en train de nettoyer la poussière de statues antiques, elle préparait le terrain. Elle garantissait que les indices survivent jusqu'à ce que nous ayons la technologie pour les comprendre. Nous vivons le temps de la révélation. Le retour des dieux n'a pas besoin d'être des vaisseaux descendant sur les pelouses de la Maison Blanche. Le retour peut être la découverte qu'ils ne sont jamais partis complètement, qu'ils ont laissé une lignée, une trace, une bibliothèque d'informations codée dans les os d'une reine perdue. Le désert de l'Égypte est vaste et le silence y est lourd. Mais pour ceux qui savent écouter, comme Seti a écouté, le silence est en train de crier. Le sable est en train de bouger. Les portes cachées sont en train d'être détectées. Et la question qui plane sur la vallée des rois n'est plus « si nous trouverons la vérité ». La question est « sommes-nous prêts à regarder dans les yeux de notre propre origine quand le masque doré sera enfin retiré ?» Mais au-dessus de cette question biologique, il en existe une technologique. L'énigme du réacteur de granit, le mystère souterrain de l'Osirion. Tandis que le monde retient son souffle en attendant l'ouverture de la tombe de Néfertiti, il existe un mystère encore plus profond, littéralement, sous les pieds des touristes qui marchent à travers Abydos. Seti savait que la reconstruction du temple de Séti Ier était seulement la façade. La véritable anomalie, le véritable secret que l'archéologie conventionnelle a peur de toucher, gît dans le sous-sol, dans les fonds du complexe principal. Il l'appelle l'Osirion. Pour le visiteur inattentif, cela ressemble seulement à une fondation inondée. Mais pour le regard entraîné, l'Osirion est un cri d'anachronisme. Alors que le temple supérieur, construit par Séti Ier, est rempli de hiéroglyphes délicats, de bas-reliefs artistiques et de calcaire tendre, l'Osirion est brutal. Il est mégalithique. Il est construit avec des blocs de granit rouge, d'Assouan, qui pèsent jusqu'à 100 tonnes chacun. Il n'y a pas de mortier. Il n'y a pas de décoration excessive. Seulement une géométrie pure, sévère et impossible. L'architecture de l'Osirion ne s'emboîte pas dans la dynastie de Séti Ier. Elle ne s'emboîte dans aucune dynastie connue. Elle ressemble étrangement au temple de la vallée, à côté du Sphinx à Gizeh, une autre structure dont la datation est férocement débattue. La question qui hante les spécialistes est évidente. Pourquoi un pharaon du Nouvel Empire, connu pour son art raffiné, construirait-il quelque chose d'aussi primitif et, en même temps, d'aussi technologiquement supérieur dans le maniement de poids colossaux? Seti avait la réponse. Et comme toujours, la réponse défiait la logique linéaire du temps. Selon ses journaux et confidences, Séti Ier n'a pas construit l'Osirion. Il l'a trouvé. Dans ses visions, le pharaon lui a révélé qu'il avait fait un rêve, une transmission divine qui lui a indiqué où creuser. Il cherchait la tombe originale d'un dieu. Ce que Séti Ier a fait fut d'excaver et de construire son temple à côté et au-dessus de cette structure prédiluvienne pour l'honorer et peut-être pour tenter d'absorber son pouvoir résiduel. L'Osirion était déjà là, couvert par les sables de millénaires, une relique d'une époque où l'humanité, ou qui que ce soit qui était ici, possédait la capacité de manipuler la gravité comme si c'était de l'argile. Mais quelle était la fonction de cette machine de pierre? Seti traitait l'Osirion avec une révérence qui allait au-delà de la religiosité. Elle savait que l'eau qui inonde perpétuellement la structure n'était pas un défaut d'ingénierie, mais une partie du mécanisme. Eau et granit, conductivité et quartz. Dans la physique moderne,
Nous savons que le granit, riche en cristaux de quartz, est piézoélectrique. Quand il est soumis à une pression ou une vibration, il génère de l'électricité. L'osirion fonctionnerait-il comme une gigantesque batterie géophysique, un condensateur d'énergie tellurique positionné stratégiquement sur un point d'acupuncture de la Terre? Les légendes locales, comme Seti a absorbé et validé, disent que cet endroit était un portail vers le Duat, le monde souterrain ou peut-être, dans une traduction plus littérale, l'autre royaume. Pas un lieu de mort, mais une dimension parallèle. L'insistance d'Om Seti que le temple servait de Stargate gagne une nouvelle couche de plausibilité quand nous regardons la physique du lieu, et non seulement la mythologie. Et il y a le mystère de la fleur de vie. Gravée avec une précision qui attire l'attention, qui a brûlé la roche au niveau atomique sur l'une des colonnes de granit de l'Osirion, se trouve le symbole de la fleur de vie, un motif géométrique parfait qui contient mathématiquement tous les modèles de construction de l'univers. Il n'a pas été sculpté, il semble avoir été imprimé dans la structure moléculaire de la pierre. C'est le seul endroit en Égypte où ce symbole apparaît de cette forme. Comment a-t-il atterri là? Et pourquoi dans une structure qui peut être antérieure à la civilisation égyptienne elle-même? Om Seti passait des heures là-bas, en silence. Elle disait sentir la vibration. Elle disait que l'endroit était encore allumé, seulement en mode veille. La connexion avec les étoiles est la prochaine étape logique. Les textes des pyramides sont clairs. Les pharaons devenaient des étoiles. Ils voyageaient vers la constellation d'Orion et vers l'étoile Sirius. Om Seti parlait fréquemment de cette origine céleste. Pour elle, les dieux n'étaient pas des mythes, c'étaient des ancêtres, c'étaient des voyageurs. Si le temple d'Abydos est le matériel hardware et l'Osirion est le générateur d'énergie, alors où est le logiciel, software? Où sont les coordonnées de navigation? La réponse peut être dans ce qu'Om Seti n'a pas dit. Dans ces dernières années, elle a confessé à des amis proches qu'il y avait des secrets qu'elle n'avait pas la permission de révéler, des choses que le Conseil, les entités qu'elle rencontrait dans ses transes, lui a interdit d'écrire. Elle a insinué que l'humanité n'était pas encore prête, que notre maturité spirituelle était très en retard par rapport à notre capacité technologique. Mais elle a laissé des indices, des miettes de pain pour qu'une génération future les suive. Elle a parlé de chambres secrètes sous la statue d'Anubis. Elle a parlé d'archives de connaissances, le légendaire Hall des archives, qui ne serait pas seulement sous le Sphinx, mais dupliqué à Abydos. Que se passerait-il si nous trouvions ces archives? Imaginez découvrir une bibliothèque qui précède le déluge, des rouleaux de métal, des cristaux de données, ou simplement des murs couverts d'une histoire qui contredit tout ce que nous avons appris à l'école. Une histoire qui raconte que nous n'avons pas évolué seuls, que nous avons été génétiquement accélérés, que nous avons été enseignés, et que nous avons été laissés ici avec un test, prendre soin du jardin jusqu'à ce que les jardiniers reviennent. Le retour des dieux égyptiens, titre qui sonne comme de la science-fiction, peut être l'interprétation erronée d'un événement cyclique. Ils ne sont pas en train de revenir parce qu'ils ne sont peut-être jamais partis complètement. Ils ont laissé des sentinelles. Ils ont laissé Om Seti. Et ils ont laissé des machines de pierre qui continuent de bourdonner à des fréquences que nos oreilles parviennent à peine à capter. Tandis que l'archéologie traditionnelle nettoie la poussière avec des pinceaux, la physique quantique et l'astronomie commencent à regarder l'Égypte avec de nouveaux yeux. L'alignement des pyramides avec les étoiles n'est pas une coïncidence. La précision de l'Osirion n'est pas une coïncidence. La vie impossible de Dorothy Eddy n'a pas été une coïncidence. Tout converge vers un point de rupture. Les anomalies au radar dans la tombe de Toutankhamon, le Internet vibratoire des pyramides, l'obsession mondiale renouvelée pour l'Égypte, tout cela ressemble à un compte à rebours. Om Seti a dit qu'elle reviendrait. Pas dans cette vie, mais dans la prochaine. Peut-être est-elle déjà ici. Ou peut-être, ce qu'elle a éveillé dans les esprits de millions de personnes est la clé qui manquait pour tourner la serrure. Le désert garde ses secrets avec jalousie, mais le vent est en train de changer de direction. Le sable est en train d'être soufflé au loin, et ce qui commence à émerger n'est pas seulement de la pierre. C'est le futur, attendant d'être redécouvert. Et si vous pensez que l'histoire de la prêtresse réincarnée est la limite de l'impossible,
Attendez d'entendre ce qui a été trouvé dans les profondeurs du désert libyen, où le ver vert vitrifié raconte l'histoire d'une guerre nucléaire qui s'est produite avant que l'histoire ne commence. Nous parlons du ver de l'Apocalypse, la preuve physique de quand le ciel a brûlé la terre. Le désert du Sahara est souvent vu comme un vide, une mer de rien. Mais pour ceux qui savent tout creuser, c'est une scène de crime. L'indice le plus perturbant n'est pas caché dans une tombe sombre, mais éparpillé à ciel ouvert, scintillant sous le soleil impitoyable de la grande mer de sable, à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Là-bas, couvrant une zone de centaines de kilomètres, le sol est couvert de fragments de verre. Pas du verre volcanique, pas de l'obsidienne, mais un verre vert-jaune, pur, translucide et beau. La science l'appelle « verre du désert libyen ». Pour que le sable se transforme en ce matériau, il doit être soumis à des températures supérieures à 1600 degrés Celsius, rapidement. L'explication conventionnelle parle d'un impact de météore. Mais où est le cratère? Il n'y a pas de cratère d'impact correspondant qui justifie la quantité massive de verre trouvé. La physique nucléaire moderne offre une alternative effrayante. C'est le type de chaleur extrême qui exige un événement colossal. L'explication la plus acceptée implique un grand impact ou une explosion dans l'air. D'autres lectures vont plus loin, et c'est ici que le débat devient dangereux. Qu'est-ce que cela a à voir avec les pharaons? Tout. La pièce centrale de l'un des bijoux les plus célèbres de Toutankhamon, un pectoral élaboré trouvé sur la momie, contient un scarabée sculpté. Pendant des décennies, on a pensé que c'était de la calcédoine. Mais en 1998, des minéralogistes italiens ont prouvé que le scarabée est fait de ce mystérieux verre du désert libyen. Les anciens Égyptiens ne connaissaient pas seulement ce lieu de dévastation. Ils le vénéraient. Ils ont marché sur le point zéro d'un événement cataclysmique qui s'est produit des milliers d'années avant leur propre civilisation et ont recueilli les éclats comme s'ils étaient des pierres précieuses données par les dieux. Savaient-ils l'origine? Les histoires du Zep-Tépi ne parlaient-elles pas seulement de création, mais d'une guerre dans les cieux qui a vitrifié la terre? Om-Seti faisait fréquemment allusion à un passé beaucoup plus violent et complexe que les manuels scolaires ne l'admettent. Elle parlait de « armes des dieux ». Si le temple d'Abydos était un générateur et l'Osirion une batterie, alors pourquoi cette énergie était-elle utilisée? La technologie qui construit peut aussi détruire. Cela nous mène à reconsidérer le soudain effondrement de l'âge d'or. Pourquoi les Nétérous, les dieux veilleurs, se sont-ils retirés? Pourquoi ont-ils laissé l'humanité derrière, tâtonnant dans le noir, essayant d'imiter avec des pierres et des rituels ce qui avant était fait avec une technologie et une conscience supérieure? La réponse peut être dans la biologie humaine elle-même. Si nous regardons l'évolution du cerveau humain, il y a un saut inexplicable. Un moment où nous sommes passés de tailler des pierres à cartographier les étoiles en un clin d'œil géologique. Les théoriciens des anciens astronautes, soutenus par les visions d'Om-Seti, suggèrent que cela n'a pas été naturel. Ce fut une intervention. Om-Seti a décrit les dieux non comme des êtres magiques, mais comme des êtres physiques. Ils mangeaient, buvaient, aimaient et luttaient. Et, de manière cruciale, ils avaient une obsession pour la préservation du corps. La momification peut ne pas avoir été seulement un rituel religieux, mais une tentative de préserver le code génétique pour une future extraction ou clonage. « Tu reviendras » disaient les textes funéraires. Et si cela n'était pas une métaphore pour l'âme, mais une instruction littérale pour la biologie? Quand Dorothy Eddy est morte en 1981, elle n'a pas emporté ses secrets dans la tombe. Elle les a laissés plantés dans l'esprit collectif. Depuis sa mort, la découverte d'exoplanètes a explosé. Notre compréhension de la physique quantique et de mondes parallèles s'est alignée avec ce qu'elle décrivait comme l'Amenti. Nous commençons à parler la langue qu'elle parlait il y a 50 ans. Et il y a quelque chose qui se passe maintenant, au XXIe siècle, qui semble accomplir la dernière étape de la prophétie implicite dans sa vie. L'intérêt pour l'Égypte n'a jamais été aussi élevé. La technologie pour scanner le sous-sol n'a jamais été aussi puissante. Nous sommes sur le point d'entrer dans des chambres qui ont été scellées pour nous garder dehors, ou pour garder quelque chose dedans jusqu'à ce que nous soyons prêts. Il existe une légende persistante parmi les gardiens d'Abydos, quelque chose comme Seti a certainement entendu dans les nuits silencieuses du désert. Ils disent que le hall des archives
ne sera pas ouvert par des outils de fer ou des machines d'excavation. Il sera ouvert par le son, par la fréquence correcte, une résonance sonique qui désactivera les seaux de granit. Curieusement, des études acoustiques récentes dans la Grande Pyramide et dans l'Osirion montrent que ces chambres ont été accordées sur des fréquences spécifiques, comme de gigantesques instruments de musique. L'humanité serait-elle inconsciemment en train de commencer à jouer la musique qui ouvrira la porte finale? L'histoire d'Om Seti, la chute de Dorothy, l'éveil de la prêtresse, la quête de Néfertiti, le ver du désert et les portails stellaires, tout cela sont des chapitres d'un seul livre, un livre qui raconte l'histoire de notre origine stellaire. Nous regardons le ciel en attendant que il arrive. Mais la vérité terrifiante et merveilleuse qui est sur le point d'émerger des sables de l'Égypte, suggère que nous n'avons pas besoin d'attendre que quelqu'un descende. Il suffit que nous regardions dans le miroir. Il suffit que nous décodions ce qui est endormi dans notre propre sang et enterré sous des tonnes de roches à Gizeh. Le défilé des pharaons au Caire n'était pas un show, c'était un avertissement. Les momies ont changé de maison. L'échiquier a été reconfiguré. Et dans le silence du désert, si vous prêtez attention, vous pouvez entendre le bourdonnement des machines antiques commençant à chauffer à nouveau. Le temps de l'oubli est fini. Le retour n'est pas un événement futur. Le retour a déjà commencé. Et ce que nous allons découvrir ensuite défiera la définition même de ce que signifie être humain. Nous sommes arrivés maintenant à l'horizon de l'événement, faisant face à la vérité qui nous attend. Om Seti a été traitée de folle, de mystique et de charlatan. Mais à la fin, les cartes qu'elle a dessinées de mémoire ont mené à des temples réels. Les arbres qu'elle a dit qui existaient ont été trouvés pétrifiés sous le sol. Et maintenant, les murs qu'elle a jurés cacher des secrets sont en train d'être questionnés par les radars les plus avancés de la planète. Nous marchons sur une croûte fine d'histoire acceptée, mais juste en dessous d'elle, le sol est fait de verre nucléaire et de granit usiné avec des technologies que nous ne parvenons pas à répliquer. L'héritage de l'Égypte n'est pas un monument aux morts, c'est un manuel d'instruction pour les vivants, un manuel que nous avons oublié comment lire. Nous vivons un moment privilégié. Peut-être que la génération qui regarde cette vidéo sera la première depuis des millénaires à voir le visage de Néfertiti, et en le faisant, à faire face à la preuve irréfutable que l'arbre généalogique humain a des racines qui ne sont pas nées sur ce sol. Les sables d'Abydos continuent de chuchoter, les fréquences à l'intérieur de la Grande Pyramide continuent d'osciller. Et la porte qu'Om Seti a entr'ouverte est maintenant grande ouverte, nous invitant à entrer. Il ne s'agit plus de croire ou non. Il s'agit d'être préparé pour ce qui vient ensuite. Le passé ne meurt jamais. Il n'est même pas passé. Il attend. Et quand la dernière chambre sera ouverte, quand la dernière fréquence sera jouée, nous ne découvrirons pas seulement qui il était, nous découvrirons qui nous sommes. Le voyage à travers les mystères des dieux égyptiens ne se termine pas ici. Il ne fait que commencer. La vérité est là dehors, oui, mais elle est aussi là-dessous. Et nous n'arrêterons jamais de creuser. Soyez attentifs, le voile est en train de tomber.